Alors, puisqu'on n'est pas si nombreux, peut-être que ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un rapide tour de table, peut-être, pour que chacun puisse se présenter. Et peut-être que je peux donner la parole au fil de l'eau, et puis simplement en quelques mots, pour nous dire qui vous êtes. Thérèse, je te propose du coup de débuter, puisque c'est un peu toi la star de la journée. Donc, je t'en prie. Oh purée, c'est rarissime ça que je sois la star de la journée, alors je vais en profiter. C'est bientôt mon anniversaire en plus. Alors, moi je suis psychologue clinicienne depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Et donc je m'intéresse et je crée des ateliers, entre autres d'éducation thérapeutique. Il y a aussi tout un tas d'ateliers de patients de différentes formes. Voilà. Depuis plusieurs années auprès de patients atteints de maladies chroniques. Voilà. Ok. Et je suis très intéressée de savoir qui est venu aujourd'hui et quelles sont les attentes de chacun. Voilà, ça m'intéresse beaucoup pour pouvoir répondre évidemment au fil de l'eau à peut-être aux questions. Voilà, et m'adapter. Ok, merci beaucoup Thérèse. Je ne sais pas, donc on a Chloé J, par exemple, qui est présente. Si vous pouvez simplement nous dire en quelques mots qui vous êtes, et voilà, et peut-être. Oui, bonjour, donc Chloé, je suis psychologue clinicienne depuis 5 ans maintenant. Ça fait 3 ans en libéral et puis je cherche à me former pour diversifier un petit peu mon activité en libéral. Dans le coin où j'exerce, il n'y a pas grand-chose. Du coup, j'envisage de pouvoir peut-être créer des groupes de soutien, de parole, de diverses natures. Donc ça m'a extrêmement intéressée quand j'ai vu la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Chloé, et bienvenue. Nous avons Olivia aussi, si vous voulez, en quelques mots, si ça vous... Ah, on a perdu Olivia. Donc on a Virginie. Si vous voulez en quelques mots rapidement. Non. Bon. Non, pas de son. Ok, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite se présenter rapidement, nous dire un peu ce que vous êtes venu chercher ici et ce qui vous intéresse plus particulièrement. Non, très bien, tout le monde a le droit au silence. Est-ce que tout le monde a le micro qui fonctionne? Si jamais il suffit de l'activer, n'hésitez pas. Oui, bonjour, je vais prendre la suite du coup. Ah, merci. Donc, je suis Laura Toussaint, psychologue en libéral. Là, je suis en train aussi de réfléchir à diversifier mon activité et à proposer des ateliers de groupe dans quelques mois. Donc, je viens là un petit peu pour étoffer ma réflexion autour de l'accompagnement de groupe. Ok, super. Écoutez, bienvenue et merci. Ouais. Merci. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite se présenter rapidement, ou sinon on va se présenter nous-mêmes peut-être aussi, puis on pourra débuter un peu plus dans le dur. Non, écoutez, du coup, je vais me présenter et présenter l'équipe. Donc, Thomas Bozzo, je suis cofondateur de la société Barnabé qui vous accueille aujourd'hui et qui est né du premier confinement, d'une demande de réseau de santé que Thérèse connaît bien par ailleurs d'ailleurs, dont le réseau Diabète Île-de-France. Pour les aider pendant le confinement à digitaliser leur parcours d'éducation thérapeutique et donc pour faire du groupe, des ateliers de groupe en ligne, essentiellement d'éducation thérapeutique au départ. Et donc au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait éventuellement des besoins qui émergeaient aussi directement chez les professionnels libéraux pour pouvoir faciliter cette pratique de groupe qui était souvent souhaitée des praticiens et pas forcément mise en œuvre, souvent pour des problématiques logistiques. Et donc voilà, donc on travaille de plus en plus avec les professionnels libéraux et on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a fait la même série de séminaires pour la petite histoire avec des diététiciens, diététiciennes.
et on va poursuivre comme ça notre petit tour itinérant de chacune des professions essentiellement paramédicales ou assimilées à la santé. Et voilà. Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, peut-être, et qu'on laisse éventuellement la parole à Thérèse pour nous parler un peu de ces différents éléments. Mais merci beaucoup déjà. Merci Thomas de m'accueillir aujourd'hui. C'est très bien pour moi, en fait, parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de parler de ce que je fais. Alors qu'il y a plusieurs années maintenant que j'anime des groupes de différentes formes. Et en fait, à la base, moi, je suis psychologue, donc clinicienne. J'ai une formation de développementaliste, cognitiviste. J'ai fait aussi des sciences de l'éducation. J'ai plusieurs casquettes à la base. Je voulais travailler avec des enfants et voilà. Ça n'a pas abouti tout de suite. J'ai commencé donc par les malades chroniques en HAD, hospitalisation à domicile. Pendant 5 ans, j'ai travaillé auprès des soignants et des familles, soins palliatifs, cancérologie, toutes sortes de prises en charge comme ça. Et voilà, comme j'intervenais auprès des familles, j'ai décidé donc de me former à la thérapie familiale systémique. Donc, je suis allée à Paris et je suis devenue donc thérapeute de famille. Dans la foulée, j'ai été embauchée dans un hôpital à Paris en tant que thérapeute de famille, mais en toxicomanie, qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais à la base. Et en parallèle, j'ai continué donc en cancérologie d'une façon tout à fait hasardeuse. Je ne pensais pas du tout que je serais sollicitée pour ce genre de travail, mais il s'agissait donc en cancérologie d'intervenir dans un réseau de cancérologie du type la Ligue. À l'époque, ça s'appelait Essononco. Elle n'existe plus aujourd'hui, ce réseau. Mais voilà, là, j'animais donc, on avait créé des groupes de remédiation, donc de réhabilitation plus précisément, de réhabilitation cognitive à la demande des patients. Parce qu'il y avait eu des demandes très fortes de la part des patients pour avoir justement des ateliers de groupe qui soient animés éventuellement et même de préférence par un psychologue pour travailler l'estime de soi, les troubles de la mémoire et éventuellement parler de la fatigue liée au cancer. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, ça a duré 5 ans pendant lesquels j'ai été sollicitée pour ça et j'ai donc travaillé dans ce sens seule en tant que psychologue, mais au sein d'une structure, au sein du réseau de cancérologie, avec cette équipe. Voilà. Et on a monté tout un tas d'ateliers, donc de réhabilitation cognitive, entre autres. Moi, je me suis formée, on va dire, à la réhabilitation cognitive. Je me suis aussi auto-formée justement aux troubles cognitifs. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça pour moi, les activités de groupe, donc avec Paris, bien sûr, mais aussi donc avec le réseau de cancérologie, mais aussi avec les toxicomanes avec lesquels je travaillais à l'hôpital, puisqu'avec eux, j'animais donc des groupes de parole. Ça, c'est la forme classique, en général, qu'utilisent les psychologues pour intervenir auprès des patients. Il y a le groupe de parole, mais il y a aussi les groupes médiatisés. Comment on appelle ça? Oui, bon, les groupes thématiques avec des médias comme de la médiation, comme le photolangage et des choses comme ça. Voilà. Et donc, c'était ma pratique courante. On faisait comme ça des groupes auprès des patients atteints de maladies chroniques. Pourquoi? Parce que, a fortiori, en toxicomanie, il y a, on dit aujourd'hui que le meilleur moyen de se soigner, c'est via les groupes d'entraide. Voilà. Et donc, en toxicomanie, ça se fait très, très naturellement. Tous les psychologues doivent animer des groupes. Voilà. Et c'est pas grâce à ces diverses occasions qu'en fait, moi, je me suis retrouvée à animer des groupes quasiment chaque jour. Voilà. Et j'ai pas eu de formation particulière pour ça.
en réalité. Hein. Il faut le savoir. Ça, c'est mon parcours. Mais j'ai travaillé, j'ai collaboré dans les équipes pluridisciplinaires et d'autres psychologues qui, eux, faisaient déjà ce genre d'activité. Donc, j'ai appris comme ça, en pratiquant, en fait. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la chose intéressante qui, du coup, en fait, m'a menée jusqu'au réseau REVDIAB. Donc, il y a un réseau diabète, la prise en charge du diabète dans toute l'Île-de-France. Et le réseau REVDIAB, eux, avaient déjà une structure bien établie, c'est-à-dire que ils pratiquaient depuis quelque temps déjà l'éducation thérapeutique. Et je me suis intéressée donc à cet outil tout à fait exceptionnel qui correspondait complètement à ma vision des choses, en fait, à ma vision de la prise en charge et voilà, et des patients et de la façon dont on pouvait interagir avec les patients plutôt. Pardon. Donc, je me suis formée à l'éducation thérapeutique avant de pouvoir intégrer le réseau REVDIAB et de pouvoir m'inscrire dans certaines étapes de ce parcours de soins qui est le parcours du patient depuis l'annonce de sa maladie, en fait, jusqu'à la fin. Hein. Il y a quand même ce qui est très intéressant dans cet outil, c'est que on suit l'évolution des patients, et ça, c'est tout à fait pertinent, intéressant, je trouve. Et c'est un très bon liant pour nos équipes aussi. Moi, j'aime travailler en équipe et c'est aussi un outil qui est tout à fait pertinent pour mieux travailler aussi avec les équipes. Voilà, je trouve. Ça, c'est mon expérience. Alors, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Ben, qu'entre-temps, voilà, appréhension et difficulté. Ah. Donc, moi, là, ce qui est écrit sur le slide là, que vous êtes en train de lire, c'est que ma formation initiale, effectivement, elle n'était pas basée du tout sur ses compétences. On est d'accord. Peut-être que c'est aussi votre cas, mais moi, à mon époque, en tout cas, ça ne se faisait pas. On pratiquait pas. Il n'y avait pas forcément de cours en faculté sur l'animation de groupe. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas actuellement ce qu'il en est. Peut-être que ça a changé, mais je pense que ce serait très pertinent, en tout cas, de l'amener. Voilà. Et la méconnaissance des outils et techniques d'animation, c'est sûr que là encore, il y a maintenant des DU, des formations spécifiques qui existent, je le sais, et ça, je pense que c'est intéressant et pertinent de le faire. Et c'est vrai que moi, j'ai été surtout formée à l'éducation thérapeutique. Donc, c'est via l'éducation thérapeutique qu'en fait, je me suis un peu plus intéressée, si je puis dire, à la formation proprement dite de l'animation de groupe. Mais je veux aussi que vous sachiez que c'est important de se faire confiance en tant que professionnel, puisque vous êtes des psychologues, et même quand on est jeune, la preuve, c'est que moi j'ai commencé quand même assez jeune, la difficulté pour moi, c'était évidemment de faire confiance à mes compétences et aussi aux compétences des équipes autour de moi, et en fait, pour arriver justement à créer une dynamique intéressante autour du groupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les bénéfices de ces groupes, alors là, moi, je ne vois que ça, en réalité. J'ai écrit quelques petites choses à ce sujet, mais voilà. L'idée, c'est effectivement de faire évoluer sa pratique professionnelle, mais après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire et de ce qui vous anime. Mais si je peux aujourd'hui vous convaincre, si je puis dire, de l'intérêt d'animer des groupes, c'est que non seulement pour le patient, il faut savoir quand même que les patients, la plupart du temps, en tout cas moi, dans ma pratique, j'ai souvent entendu dire, de toute façon, personne ne peut me comprendre, que ce soit mes proches ou les soignants, c'est bien facile de donner des leçons, mais vous ne savez pas ce que je vis. Voilà. Et l'intérêt du groupe, justement, c'est de pouvoir se retrouver entre pairs,
autour d'un outil de médiation, d'accord, qui soit vraiment, qui pousse à la réflexion, qui pousse à la prise de conscience de certains peut-être de mes difficultés en tant que patient, mais aussi à la prise de conscience que effectivement je ne suis pas le seul ou la seule à vivre cette maladie et que je ne suis pas la seule à traverser ce genre d'écueil et que par ailleurs il y a peut-être aussi d'autres possibilités que je n'avais jamais envisagées. Et via justement ces échanges structurés, bien sûr, parce que l'éducation thérapeutique, c'est un outil structuré d'échange avec des objectifs. Moi, ce qui est important pour moi dans chacune de mes interventions, c'est d'avoir des objectifs clairs. Parce qu'il ne s'agit pas d'échanger comme ça, ce n'est pas un groupe de parole, hein. On n'échange pas à volo sur un sujet, quel qu'il soit, à la volée. Parce que là, ça, on peut le faire dehors, dans la cour de récré, si je puis dire, voilà, entre patients qui sont hospitalisés. Là, il s'agit vraiment d'avoir un outil de réflexion autour de questions précises, d'étapes structurées, découpées dans, je veux dire, temporellement, hein, des fréquences. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de fiche pédagogique. Et voilà, on structure la réflexion des patients, on structure les échanges, on libère la parole, mais aussi on fait en sorte qu'elle circule de façon intelligente et de façon à ce que chacun puisse se poser des questions qui lui soient pertinentes et peut-être des questions auxquelles il n'aurait même pas pensé se poser, voilà, et échanger autour de ces réflexions personnelles. Voilà. Ça donne une ouverture qu'il n'y a pas forcément en thérapie individuelle, par exemple. Voilà. Ça donne une ouverture aussi aux personnes qui éventuellement ont la crainte du psy, hein, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le psy, voilà, quelquefois on est un peu stigmatisé, les soignants aussi, mais surtout les psys. Et effectivement, là, ça montre une facette du psy qui est peut-être un peu différente. Et que jusque-là, j'aurais pas osé aller voir un psychologue parce que justement, j'ai plein d'a priori sur le psychologue. Et là, finalement, bah tiens, celui-là ou celle-là qui anime, ben, elle a l'air quand même pas si rigide que ça, pas si jugeante que ça. Voilà, parce qu'il s'agit quand même de créer un climat de confiance. Et dans ce climat de confiance, eh bien, évidemment, on s'ouvre à des choses de soi qu'on ne dirait pas par ailleurs et surtout devant les autres. Mais a priori, dans ce genre de groupe, une fois qu'on apprend un petit peu à se connaître en tant que personnes qui vivent des situations similaires, on peut se permettre un peu mieux cette ouverture. Et dans un premier temps, peut-être même avant d'aller voir un psychologue, ça peut permettre justement de s'ouvrir un peu plus aux soignants ensuite, aux psychologues, au fil du temps, etc. Donc, de toute façon, ça, pour le patient, le groupe d'expérience, je sais que c'est vraiment très, très, très intéressant et surtout, ils découvrent énormément de choses vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres aussi, et c'est très apaisant en réalité. Voilà. Pour ce qui est des soignants, si on travaille avec d'autres soignants, c'est aussi intéressant de pouvoir travailler avec un psychologue. Et croyez-moi, les psychologues sont stigmatisés souvent par les patients, mais aussi, malheureusement, souvent par les soignants. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble. Justement, l'éducation thérapeutique permet ce travail de groupe, ce travail en pluridisciplinarité vraie, c'est-à-dire que chacun va avoir ses compétences, chacun va amener quelque chose et on va construire ensemble ce dispositif pour les patients. Et justement, l'idée, c'est que tout le monde va être acteur, personne ne se sentira lésé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, en tout cas pour moi en tant que professionnelle, c'est-à-dire que tout le monde se sent considéré. Autant les soignants qui travaillent autour de cet outil
que les patients qui, eux aussi, vont devenir acteurs finalement de leurs propres soins. Donc ça, et les familles aussi, hein, parce qu'on peut travailler aussi avec les familles, bien sûr, en éducation thérapeutique. Donc tout le monde y trouve, si je puis dire, cette co-construction. Donc cette co-construction fait que tout le monde trouve du sens à ce qu'il fait. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un moyen de partage et de travail commun qui est très, très important. Voilà. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses. Mais vous voyez que j'insiste beaucoup pour que les psychologues deviennent de plus en plus, voilà, s'intéressent à cet outil, à ces techniques-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, oui, pardon. Non, Thérèse, peut-être. Je suis trop longue. Non, non, pas du tout. Au contraire, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je ne sais pas. Alors moi, j'avais pas mal de questions sur lesquelles je voulais rebondir, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes qui auraient éventuellement des questions à poser à ce stade déjà, ou qui voudraient réagir, qui auraient des choses à nous dire. N'hésitez pas à prendre la parole librement. Oui, surtout. Non, personne. Bah, du coup, je vais en profiter, et si jamais vous n'hésitez pas à intervenir plus tard. Première question, je sais que quand on en avait parlé, alors soit ensemble, soit même quand j'en ai parlé avec d'autres professionnels sur ce que tu évoquais sur les interactions avec les patients, on parlait beaucoup de l'effet groupe, et que le groupe permettait de dénouer des situations qui parfois n'étaient quasiment pas faciles des thérapeutes qui étaient face à des patients depuis parfois plusieurs mois, plusieurs années, et qui, au travers du groupe, arrivaient à dénouer des choses qu'ils n'avaient pas réussi à dénouer avant. Est-ce que tu as déjà eu ce type d'expérience? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà vécues ou que tu ressens toi aussi dans le groupe, en tant qu'outil même, hein, j'ai envie de dire, au service des patients? Oui, complètement. Complètement. De toute façon, on découvre, que ce soit les soignants, les intervenants, quels qu'ils soient, ou les patients, ou les familles, on découvre toujours quelque chose en travaillant avec un groupe. Dès lors qu'on travaille avec des objectifs, avec des outils pertinents de réflexion. Hein, d'accord? Donc, à ce moment-là, on devient un éclaireur de la réflexion, un éclaireur oui, on appuie un petit peu sur le bouton. Ouais, moi, je suis thérapeute, donc c'est-à-dire que profondément, j'observe, je réfléchis. Et comment je vais, à partir de ce que j'ai observé et de ce que je constate, je me demande toujours comment je vais faire pour susciter, pour pouvoir trouver le bouton de la prise de conscience, pour susciter cet éveil, je ne sais pas, cette prise de conscience, oui, qui va me faire éventuellement me rendre compte que ce que je vis, je peux peut-être le vivre autrement. J'ai ma vision des choses, j'ai ma représentation de ma maladie, de ma famille, de mon environnement, de ce que vont penser les gens, etc. Tout est question de représentation, et effectivement, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres, d'écouter les autres aussi, ben forcément, je vais très certainement avoir des déclics, des prises de conscience, des ouvertures différentes de celles que je croyais vraies et de laquelle je ne sortais pas. Voilà. Et souvent, des fois, les patients me disent, il y en a une fois, tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça formidable. Il me dit, voilà, moi, j'étais un poisson dans mon bocal, et même dans l'océan, je continuais à tourner en rond. Voilà. Je continuais à être le poisson dans le bocal alors que j'étais dans l'océan. Mais c'est ce genre de pratique qui amène à ça. Voilà, la découverte d'autres possibilités, d'ouverture. Et même pour les soignants, il y a aussi ces révélations-là. Les soignants disent toujours, ah, mais moi, je ne sais pas quoi répondre aux patients. Quand ils me disent, quand ils m'assènent des vérités comme ça, qu'est-ce que je peux répondre? Moi, je ne suis pas psy. Hein, voilà. Et le fait, justement, de travailler avec un psychologue et de se rendre compte que, ben, non, le psychologue, il est aussi celui, éventuellement, qui peut ouvrir, ça c'est notre métier, hein, à ouvrir, permettre d'autres possibilités.
via ces questions, via l'interrogation des autres, etc. Et du coup, voilà, ça donne aussi une ouverture aux soignants, de dire mais si en fait j'aurais pu moi aussi avoir ce questionnement, moi aussi je peux intervenir auprès des groupes tout en étant pertinente, moi aussi je peux avoir des nouvelles idées. Moi aussi, je peux peut-être intervenir autrement auprès des patients. Moi aussi, je ne m'étais pas rendu compte de leur représentation, etc., etc. Donc, tout ça, c'est tout. Moi, je n'ai vu que des belles ouvertures comme ça. À chaque fois que j'ai créé, chaque fois que j'ai travaillé avec des groupes. Voilà. Et peut-être pour parler des choses un peu plus, encore plus concrètes, j'ai envie de dire, je sais qu'on avait échangé un petit moment, tu m'avais beaucoup parlé de ces groupes de personnes en rémission, enfin de ces femmes en rémission des cancers du sein, et de ce qui se passait dans ce cheminement qu'elles menaient ensemble pendant ces 3 mois. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en reparler et nous expliquer un peu comment le groupe, justement, les interactions, comment ça se passait, et d'où vous partiez et sur quoi vous atterrissiez in fine. Alors, il n'y a peut-être pas de cas unique, mais nous raconter un peu ce cas spécifique, peut-être. Si je peux condenser un petit peu 10 ans de pratique, on va dire, auprès des femmes en rémission. Donc, moi, toujours pareil, j'ai un objectif dans mes groupes de réhabilitation. J'ai des outils de travail comme, voilà, on travaille sur les troubles de la mémoire. Je suis là pour expliquer, informer, donc pour apaiser dans un premier temps le fait qu'elles se posent des milliers de questions à propos de leurs difficultés soudaines, ou en tout cas apparues depuis les traitements. Et souvent, c'est des femmes qui s'imaginent que, effectivement, là encore, qu'elles sont seules à vivre ça, que ça y est, elles sont en vieillissement prématuré, qu'elles ont atteint une espèce de maladie d'Alzheimer et que ça ne reviendra plus jamais comme avant. Voilà, là encore une fois, on parlait des représentations tout à l'heure. Voilà, il y a tout un tas de représentations autour de leurs difficultés. Le fait de donner un média, un outil de médiation comme celui-là permet déjà de s'apaiser sur le fait parce que ça permet déjà de les informer sur le fait que non, elles ne sont pas toutes seules, loin s'en faut, que quelquefois la médecine ne leur dit pas, les médecins ne les préviennent pas des éventuels effets secondaires de ce type, en tout cas, alors que maintenant ils sont largement reconnus, mais tout le monde n'est pas au courant. Voilà. Donc il y a cette ouverture-là. Oh, je ne suis pas toute seule. Et en plus, il y a les autres qui peuvent en témoigner. Voilà. Et l'idée de ces échanges autour de leurs difficultés, mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est apaisant. Voilà, donc de toute façon, après, on peut travailler ensemble, après, on peut jouer ensemble, parce qu'après, on fait des activités, parce que j'ai des outils aussi très ludiques à proposer. Et du coup, ça permet de se rendre compte aussi, encore une fois, qu'elles ont des capacités, des possibilités qu'elles pensaient complètement défectueuses, qu'elles pourraient retourner et éventuellement même travailler, même si à la base, elles pensaient qu'elles étaient incapables de se concentrer, incapables d'écrire des choses ou de retourner au travail. Voilà, elles ont encore une fois des représentations par rapport à leur vie quotidienne. Et là, le fait de les faire travailler ensemble, de les faire réfléchir ensemble, pas forcément sur ce qu'elles vivent, mais aussi sur des outils purement et simplement de réflexion analytique, méthodique, etc., mais purement concret, là, elles se rendent compte, en fait, qu'elles ont des capacités. C'est tout l'intérêt, en fait. Voilà. Et du coup, c'est apaisant. On peut souffler et on peut se dire que même si j'y arrive pas tout de suite, même si ça va prendre un peu de temps, même si je ne vais pas retrouver toutes mes capacités demain, mais bien, au fil du temps, ça va se reconstruire et rien n'est perdu. Voilà. Et du coup, elles sont beaucoup plus tranquilles et moins elles sont stressées et plus elles y arrivent. En fait, c'est ça. Et en plus, souvent, elles s'ouvrent aux autres et certaines d'entre elles avaient carrément des
des difficultés à créer des liens, hein, parce que l'idée c'est ça, c'est quand je me sens amoindrie, quand j'ai le sentiment que je peux pas faire une parole, que je peux pas faire une phrase sans me tromper, sans oublier ce que j'ai commencé à dire. Et ben évidemment je vais pas aller à la rencontre des autres parce que ils vont me trouver aussi stupide que moi. Hein. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose que soi, mais en plus se rendre compte que je suis pas si mauvaise, que j'ai pas tant perdu de capacité que ça, que finalement, si j'arrive à m'ouvrir dans ce groupe-là, que j'arrive à faire des phrases, que j'arrive à suivre le fil d'une conversation et que j'arrive à faire des exercices et jouer avec les autres, eh ben, je peux le faire aussi à l'extérieur. Voilà. C'est le but. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore, parce que sinon je vais en poser plein, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres. Non, personne. Oui, moi j'aurais une question par rapport au groupe. Du coup, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous parlez de groupes de personnes vivant la même chose. Est-ce que ça arrive parfois d'avoir des groupes, on va dire, hétéroclites avec des gens qui n'ont pas le même vécu ou pas la même maladie ou pas le même âge? Alors oui, alors dans les groupes qui ont le même type de pathologie, on a souvent effectivement des grandes disparités d'âge, de sexe, etc. Effectivement, moi j'ai fait souvent des groupes de pathologies identiques. Plus rarement plus rarement animé des groupes avec des difficultés différentes, mais il n'y a pas de problème, à mon avis, il n'y a pas de problème. Il faut trouver l'objectif commun, en fait. C'est ça que je pense, c'est ça la chose à faire. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, par rapport au groupe que vous souhaiteriez animer? Est-ce que vous pensez à faire des groupes thématiques et avec qui? Donnez-moi un exemple, ça m'intéresse. Je n'ai pas encore d'idée très précise, mais j'ai plein de patients que je reçois en individuel. Je leur conseille des groupes et dans le coin, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas si ce serait possible de créer des groupes spécifiques pour chaque situation. Par exemple, des maladies qui ne sont pas très communes. Ou est-ce que, oui, comme vous dites, du coup, avec un point commun, je dirais par exemple l'acceptation ou l'estime de soi, ou oui, comme vous dites, recréer des liens, peu importe la maladie, ils peuvent quand même se retrouver dans cette thématique-là. C'est ça. Trouvez la thématique commune, quelle qu'elle soit, et vous les rallierez. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et si je peux témoigner de ce qu'on a observé, en tout cas nous, sur la plateforme et de ce qui a été fait, notamment, il y a un parcours polypathologique qui a été monté à la demande de l'ARS Île-de-France en ETP. Et il y a eu des éléments beaucoup sur effectivement l'acceptation de la maladie, les relations psychosociales, comment en parler à ma famille, à mon employeur, etc., des choses comme ça, sur l'image de soi. Enfin, oui. Effectivement, ils allaient sur des terrains communs, en fait, finalement. Et d'après ce que j'en ai eu comme écho, c'est que justement les interactions interpathologies étaient assez intéressantes sur le vécu des personnes et aussi pour, un peu comme tu disais Thérèse, mais pour déconstruire un peu des représentations, des a priori qu'ils pouvaient avoir sur leur situation vis-à-vis d'autres situations qu'ils trouvaient, sur lesquelles ils avaient d'autres représentations d'ailleurs. Et apparemment, c'était assez bénéfique pour les patients dans ce cadre-là. Oui. Ouais. Effectivement, oui, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Dans le cadre des réseaux, de ce qu'on avait fait donc avec après au moment du confinement avec les réseaux Résicard, Réni, Fronde, voilà, il y avait effectivement une polypathologie et effectivement les patients de toute façon se retrouvent à bien des endroits sur vis-à-vis de leur parcours. Il y a toujours un moyen de créer une position, enfin un point commun, quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, le point d'entrée, c'était le Covid, et c'était la crainte, et tout le stress et la crainte inhérente au Covid de personnes qui étaient en pathologie chronique. Et finalement, visiblement, ça dérivait assez facilement sur d'autres sujets communs au fil des groupes et au fil des échanges. Exactement. Mais si je peux me permettre d'insister un peu aussi sur la pérennité de ces groupes-là, je pense que c'est important.
c'est bien, selon moi, de se voir régulièrement. La fréquence et le groupe fermé aussi, ça peut être intéressant, justement, pour apprendre à créer du lien, à mieux se connaître. On ne se connaît pas en une seule fois ou en 2 fois. C'est souvent la demande des patients. Ils ont après ce besoin d'y retourner et pouvoir réfléchir entre deux ateliers, entre 2 groupes, entre 2 moments de réflexion en commun. Ça, c'est très important. On évoque des choses et puis on prend le temps d'y réfléchir, que ce soit conscient ou inconscient. Il arrive toujours d'autres types d'échanges au fil du temps. Et c'est important, cette pérennité un peu. 2-3 mois, c'est bien, la durée du groupe. Hein. Avec une fréquence assez rapprochée, une fois par semaine, c'est bien aussi, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en ai plein encore, mais ou des réactions peut-être. N'hésitez pas à prendre la parole. Non, alors peut-être toujours sur les relations interpatients et sur les modalités d'animation. Là, tu as commencé à l'évoquer, mais donc tu nous as parlé d'outils, de fixer des objectifs communs, etc. Mais il y a aussi inhérent au groupe, il y a aussi une charge émotionnelle peut-être, des choses qui se jouent d'un point de vue émotionnel. Il peut y avoir des amitiés. Bon, on m'a beaucoup raconté qu'il y avait des amitiés qui se créaient aussi au fil du groupe. Il peut aussi avoir inversement des inimitiés qui peuvent se créer ou des choses comme ça. Comment tu gères ce genre de choses justement pour cet effet un peu systémique entre les membres du groupe? Comment tu arrives à moduler tout ça et que ça aille dans le sens recherché? Quels sont tes garde-fous ou des choses comme ça? Justement, le garde-fou, c'est l'outil. D'accord. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut avoir des objectifs et des outils. Ça, c'est tout l'intérêt. Hein. Le garde-fou, c'est toujours l'objectif du groupe. L'objectif qui est le mien, c'est-à-dire celui de travailler sur l'objet sur lequel j'ai décidé de travailler, si je puis dire, et là où j'ai besoin et envie d'amener le groupe. Voilà. Et d'amener la réflexion. Voilà. Et du coup, encore une fois, cet objectif commun, ça devient, c'est mon objectif et ça devient l'objectif commun. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est de co-créer vraiment de nouvelles possibilités, de nouveaux codes pour améliorer sa qualité de vie. Et quand je garde ça à l'esprit, moi, en tant qu'animatrice, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire qu'après, il peut se créer des amitiés ou des inimitiés, mais de toute façon, les inimitiés, comme tu dis, de toute façon, ils ne se regardent pas. Hein, quand le groupe est terminé, bon, ben, ils s'en vont. Aussi, l'animateur est garant du cadre, d'accord? Donc, le cadre, c'est simple. Dans un premier temps, on ne juge personne. La parole doit circuler. On a tous un temps pour chacun, bien pas défini, je ne suis pas à la montre, hein, mais moi, j'ai toujours ces séquences, j'ai ce temps-là, et voilà, et je fais en sorte de garantir en fait le temps de parole pour chacun, de garantir qu'il n'y a pas de débordement, et que si on sort du sujet, je ramène. Hein, voilà. Et justement, c'est les outils en fait qui structurent la médiation. Hein. C'est grâce à nos outils qu'on reste toujours dans nos objectifs. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de débordement. Et moi, très sincèrement, je tousse du singe. Je n'en ai jamais vécu. Voilà. Et effectivement, c'est ensuite à l'extérieur du groupe que peuvent se rapprocher les personnes qui se sont, voilà, peut-être affiliées, voilà, ou pas. Mais ça se passe à l'extérieur, ça se passe pas dans mon groupe. Dans mon groupe, dans mon atelier, c'est moi, entre guillemets, c'est moi qui suis garante du cadre. Et donc, il ne peut pas y avoir de débordement, voilà. Sans quoi, évidemment, voilà, moi, j'ai travaillé avec des toxicomanes, hein, c'était des hommes, franchement, ils faisaient 2 mètres, certains étaient vraiment très, très costauds et ils auraient pu me faire très, très peur. Ceci dit, quand on déroge à mon cadre, on sort.
Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je m'embête pas avec ça. Je suis là pour travailler, je suis là pour des choses très précises. Et si ça ne correspond pas, si ça ne plaît pas, si ça devient violent ou si ça dépasse mes limites, alors la personne doit s'en aller. En tout cas, ça, c'est mon cadre à moi. Voilà. Mais ça n'est pratiquement jamais arrivé, très sincèrement. Voilà. Il n'y a pas de raison. Les gens qui viennent, les patients qui viennent s'inscrire dans ce genre d'atelier, dans ce genre de groupe, on appelle ça les ateliers, mais voilà, ils ont aussi, c'est qu'ils sont d'accord avec déjà avec la thématique, ils sont d'accord pour réfléchir, ils sont aussi d'accord d'une certaine manière pour aller voir, observer comment ça se passe, et puis ils y ont aussi il faut qu'ils y trouvent forcément un intérêt au bout d'un moment. Hein. Sinon, ils ne reviennent pas. Alors, ils viennent une fois, puis ils ne reviennent plus. Ça non plus, ça n'est pas arrivé. Voilà, parce que justement, quand on est garant du cadre et qu'on va jusqu'au bout, voilà, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Okay. Il y en a pas. Voilà. Si je peux me permettre, j'aurais une petite question par rapport à ça. Oui. Par rapport au groupe, et vous disiez s'il y en a un qui déroge, il sort. Si j'ai bien compris, vous êtes employé en structure dans ces groupes-là, pas en libéral? J'ai plusieurs casquettes. Je travaille aussi bien en institution. Oui. Donc, je suis psychologue institutionnel qu'en libéral. Hein, voilà. Je travaille Parce que je me demande, du coup, en libéral, j'imagine un groupe que je crée de A à Z où, du coup, les patients pourraient payer pour venir. Oui. Comment ça pourrait se passer? Voilà, là, c'est autre chose, effectivement. Hein, dès lors que le patient paye pour venir, mais l'idée, c'est de rappeler le cadre, le rappeler à chaque ouverture de session. Hein, voilà. Et effectivement, quand ça déborde trop, vous pouvez éventuellement aller en parler en aparté avec la personne. Peut-être que justement, elle a des revendications, des difficultés particulières qu'elle a besoin d'exprimer individuellement. Hein. C'est souvent d'ailleurs le cas quand une personne déborde. D'accord. Voilà, c'est émotionnellement, elle est prise par quelque chose. Et là, l'idée, c'est aussi, évidemment, peut-être de lui suggérer de quitter le groupe momentanément, d'aller, de se retrouver en individuel, que peut-être c'est pas le moment, etc. Vous voyez? Voilà. Là, on peut toujours arranger ce genre de difficultés en ayant toujours une attitude bienveillante vis-à-vis des gens. Hein. Moi, je parlais tout à l'heure des toxicomanes. Je ne sais pas que je sois malveillante, attention, mais c'est vrai que là, dans le cadre effectivement de l'institution, effectivement, les patients étaient obligés de venir. Hein, voilà, ils ont à venir assister à mon atelier. Donc forcément, des fois, il y en avait qui n'étaient pas contents et qui écoutaient un petit peu voilà, qui avait tendance à le dire un peu trop fort. Et bon, moi, je rappelle à l'ordre, c'est normal. Mais ça, c'est parce que c'était dans le cadre institutionnel. Hein, mais de votre côté, si c'est des gens qui s'inscrivent, qui viennent vraiment spontanément parler de la thématique que vous proposez, je vous assure que s'ils sentent que vous êtes, vous, sûr de vous et que vous tenez votre cadre, vous verrez que il y aura aucun problème. D'accord, ok. Merci beaucoup. En vrai. Il n'y a que Chloé qui parle aujourd'hui. Chloé et Thomas, bien sûr. C'est dommage parce que j'aurais tellement voulu entendre les autres. Peut-être que je dis des bêtises, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ou peut-être que vous avez des choses à partager, vous aussi, avec moi. Ou peut-être que vous avez des problèmes de micro, je ne sais pas. En tout cas, que les personnes n'hésitent pas. Voilà, surtout pas. Parce que l'intérêt, c'est l'échange, en fait. Oui. Pour échanger sur nos pratiques. Ouais. Et alors, il me semble, Thérèse, peut-être que ça va faire susciter des réactions, mais que justement, tu avais un exemple de fiche pédagogique. Oui. Que tu voulais peut-être partager. Donc, peut-être qu'on peut te laisser la main sur le partage d'écran, si tu veux nous montrer. Oui, je vous montre ça. Alors, tout l'écran. Choisis ce que vous partagez.
Si je veux partager, par exemple, un document Word de mon ordinateur, tu dois pouvoir le trouver normalement en faisant fenêtre et fenêtre, en trouvant la fenêtre de ton document Word qui doit être ouvert. mon document Word est ouvert, mais j'arrive pas à le trouver. Hein? Sinon, tout l'écran et tu vas le chercher. On en garde de ne pas nous partager tes photos de vacances. Alors là, par exemple, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. C'est bon pour vous? Ouais, super, merci. Voilà. Donc là, par exemple, pour le réseau de diabète, on a la fiche pédagogique que vous voyez là, de l'atelier qui s'appelle « Accepter de vivre avec le diabète ». Voilà. Alors ça, c'est le protocole ETP, hein, éducation thérapeutique de base, avec objectif général, accepter avec plus de sérénité d'être diabétique, d'accord, et les objectifs spécifiques. Il peut y en avoir autant que vous voulez. On spécifie la durée, le mode d'animation. Là, en l'occurrence, je n'ai animé que des visioconférences. Le nombre de patients et les documents qui vont être associés donc à la pratique de l'atelier. D'accord? Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Sur ce même document, on trouve les fréquences, les séquences de déroulement d'atelier, avec pour chaque séquence, vous voyez, les objectifs précis, d'écrire ce qui a changé dans ma vie depuis l'arrivée du diabète, etc. Deuxième séquence, établir une balance bénéfice versus inconfort lié à ces changements. Voilà. Et les techniques d'animation, les outils et le matériel utilisé, voilà, les méthodes et le temps, très important. Estimation, bien sûr, du temps alloué pour chaque séquence. Voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est la version la plus basique qui soit. Hein. Voilà, ça permet justement de structurer clairement nos interventions. Voilà. Et tout le monde peut utiliser ce genre d'outils. C'est vraiment à la portée des soignants. Hein. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une partie plutôt orientée psychosociale. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je me charge de cette partie-là, qui est une partie que j'ai co-créée avec l'ensemble de l'équipe. Et sachant qu'il y a aussi des parties tout à fait beaucoup plus médicales, avec des outils comment dire, pour le diabète, par exemple, des outils de prise en charge de son diabète, de sa glycémie, etc. Tout un tas de cartes comme ça qu'on peut faire piocher aux patients avec en leur proposant des situations dans lesquelles ils doivent trouver des solutions, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors pour moi, très clair. Juste oui. une question. Est-ce que ce document est présenté aux patients ou est-ce que c'est vraiment un document Non, interne ? La fiche pédagogique, c'est un document interne complètement créé par l'équipe pluridisciplinaire. Elle est co-créée par l'équipe. Alors, en l'occurrence, la partie psychosociale, c'est moi qui la remplis. Mais pour toute la partie médicale, plus pratique, c'est les infirmières, par exemple, ou les diabétologues, tous les intervenants qui sur ce type d'intervention. Voilà. Chacun y va de son expertise, si je puis dire, et crée sa fiche pédagogique. Voilà. Et là, par exemple, c'est la fiche préparatoire, un exemple de fiche préparatoire qui est donné en amont aux patients, juste avant justement qu'ils participent à l'atelier, toujours en visioconférence. L'idée étant de faire en sorte qu'ils réfléchissent un petit peu sur les thématiques qui vont être abordées, qu'ils puissent avoir un petit peu, je m'observe, vous voyez, en séquence 1,
Voilà, l'idée, c'est j'essaye de m'observer, d'observer mes comportements quand je ne suis pas bien, quand je me sens stressée, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le patient va pouvoir télécharger ce document et y répondre tranquillement chez lui, à n'importe quel moment. La plupart du temps, ils ne le font pas, hein, faut le savoir. Ils ont le document, on les prévient en disant attention, vous allez participer à cet atelier, ce serait bien que vous téléchargiez ce document, mais la plupart du temps, ils ne le font pas. C'est dommage, donc on le fait directement en atelier. Voilà, c'est-à-dire qu'ils le remplissent, je leur laisse un petit temps de réflexion pour remplir ce document. Voilà, avec d'autres types de questions du genre est-ce que j'ai déjà essayé de trouver des solutions, bien sûr, et est-ce que je les ai mises en pratique, qu'est-ce que j'ai mis en pratique et qu'est-ce qui a, entre guillemets, fonctionné versus qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et également, peut-être, réfléchir à d'autres possibilités. Voilà. Ensuite, dans un troisième temps, donc ça correspond à la troisième séquence que vous avez vue tout à l'heure sur la fiche pédagogique, là, il y a les échanges dans le groupe. Voilà. Donc, à chaque fois, de toute façon, pour chaque séquence, il y a un échange de groupe, hein, d'accord ? Voilà. Donc, une fois qu'on a répondu à cette séquence 1, par exemple, voilà, il y a un échange dans le groupe. OK ? Ensuite, on passe à la séquence 2. Moi, je préviens toujours les patients en leur disant, voilà, comment va se découper cet atelier. Hein. Voilà. Je vais vous poser telle ou telle question. Il va falloir que vous y réfléchissiez d'abord chacun pour vous. Et ensuite, on va échanger autour de vos réflexions. OK ? Et ensuite, on va mettre en commun toutes nos solutions, fruit de nos échanges d'avant. Hein. Moi, je suis le catalyseur de toutes les réponses. Je les écris, je remplis le tableau. Je peux suggérer aussi d'autres possibilités. Je peux, moi, avec mon expérience aussi auprès des patients, je peux aussi suggérer des choses, tout simplement, ils s'en saisiront ou pas. Ceci dit, tout est écrit in fine et les patients reçoivent chez eux le contenu de l'atelier. Okay. Et peut-être parce que là, on l'a rapidement évoqué, mais je sais que ça peut être un questionnement parfois sur les modalités en visioconférence. Je sais qu'on avait eu pas mal de professionnels qui, au départ, alors maintenant c'est peut-être un peu plus l'usage, mais qui s'inquiétaient un peu du modèle en visioconférence, d'autres qui nous avaient dit au contraire, en fait, à l'usage, on est dans une espèce de position de pleine conscience, parce que la visio nous force à nous concentrer, on est moins peut-être distrait par des effets, justement des effets collatéraux du groupe cette fois-ci, mais pas forcément ceux qui contribuent à l'exercice. Qu'est-ce que toi, ton retour sur la visio, peut-être ? Pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière avec la visio, si ce n'est peut-être justement de remanier certains outils, oui, forcément, parce qu'on ne peut pas interagir pareil avec les patients. Donc, ça suppose évidemment de remanier un peu les choses pour que tout soit faisable. Outils pédagogiques. Voilà, les outils pédagogiques. Et ceci dit, après, au niveau des interactions, évidemment, c'est différent. Hein, il y a des personnes, vous voyez, comme aujourd'hui, là, il y a 14 personnes, il n'y a que 2 qui parlent. Et heureusement, Chloé, merci. Mais, oui, mais ceci dit, je vois, et c'est sûr que les ateliers en présence sont des fois, peut-être peuvent être à certains moments plus vivants, bien sûr, parce qu'en plus, moi, j'aime bien regarder les visages, les expressions, voir si je me fais bien comprendre, si je passe pas à côté de quelque chose ou d'un patient qui peut-être se sent perdu, etc. Pour moi, c'est très important le visuel, donc j'essaye d'avoir tout le monde sur mon écran et de regarder tout le monde. La difficulté, c'est surtout de voir ma tête sur l'écran. Ça, je vous dis la vérité, ça m'énerve de me voir parler, donc j'essaye de regarder à côté, regarder les gens, voilà, parce qu'en fait, effectivement, quand on parle, on n'a pas l'habitude de se voir, alors que là, on est obligé de se voir. C'est un peu, bon, bref, voilà. Mais sinon, à part ça, effectivement,
l'idéal, c'est quand même le présentiel, mais tout est finalement très faisable et tout à fait possible et très bien aussi en visio. Ouais. Ok, il me semble que peut-être il nous reste quelques minutes. J'aurais une toute petite question par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Justement, sur ceux qui participent et ceux qui ne participent pas dans un groupe, pour rebondir à ce qu'on disait juste avant, est-ce que ça arrive qu'il y ait des participants qui ne participent pas du tout, qui ne sont pas parlés? Dans ce cas, comment on peut gérer ça? Est-ce qu'on laisse le libre choix ou pas? Oui, bien sûr, si vraiment il y a une forte panique à la participation, bien sûr, moi je ne force jamais, hein, bien sûr. Mais ceci dit, comme je sollicite tout le monde la plupart du temps, puisque dans toutes les questions sont là pour que tout le monde participe, donc je fais systématiquement des tours de table, je puis dire. Ouais. Donc il y a les personnes sont libres de dire ah mais ben moi je souhaite pas dire quelque chose et à ce moment-là il n'y a aucun problème. Voilà. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'en faisant un tour de table un par un, c'est peut-être plus simple aussi que de piocher comme ça l'attention. C'est ça. Mais la plupart, encore une fois, j'ai jamais, enfin très rarement eu des personnes qui parlaient pas du tout, vraiment. Même si elles avaient des difficultés à parler. Certaines fois, la visioconférence, c'est même plus facile. Parce que justement, il n'y a pas la pression des autres. Si je veux éteindre mon écran, je peux. Voilà, ça aussi, ça peut être facilitant pour certaines personnes qui ont des difficultés justement à montrer leur physique, qui ont une estime de soi vraiment déplorable. Mais donc ça peut même éliminer certains écueils pour eux. Voilà. Donc de ce point de vue-là, j'ai jamais vu de personnes qui parlent pas du tout. Non. D'accord. Elles éteignent leur écran. Voilà, elles ont la possibilité aussi de faire en sorte. Moi, si je pouvais, je ferais en sorte de pas me voir. Voilà. Et du coup, je parlerai qu'aux personnes qui sont là devant moi et non pas à mon miroir. Mais voilà. Et pour les patients, c'est pareil. Ils ont cette possibilité-là et finalement, c'est une facilité pour eux, je pense, pour certains en tout cas. Merci beaucoup. Oui, de rien. On avait une dernière petite slide qui, je pense, résume un peu toutes les bonnes pratiques, tes recommandations, en tout cas, Thérèse, pour tes conseils. Voilà, peut-être en résumé de ce webinaire. Donc, je les balaye si jamais tu veux rebondir dessus, mais je pense que c'est à peu près tout ce que tu nous as dit jusque-là, c'est-à-dire avant de se lancer, donc observer, expérimenter. Donc peut-être c'est quoi? C'est d'être participant tiers à un groupe déjà existant, par exemple, des choses comme ça? Oui. Allez observer. Vous savez que vous pouvez venir dans mes groupes en visio. Je vous accueille avec grand plaisir, qui que vous soyez. Et aucun problème. J'ai accueilli beaucoup déjà de mes collègues psychologues ou autres fonctions qui ont assisté à mes groupes et voilà, c'est tout. Sachez que c'est possible. Voilà. Mais oui, observez, allez voir si vous vous sentez pas à l'aise. Oui, allez voir, bien sûr. Et intéressez-vous si j'ai réussi à vous convaincre de vous intéresser à l'ETP. Je trouverais ça vraiment super parce que je pense que le psychologue a toute sa place dans l'éducation thérapeutique. C'est à nous de la faire. C'est à nous d'aller vers les équipes pour ça. Mais vraiment, on a toute notre place. Et je crois que même on est attendu. Voilà. Je sais que c'est un univers où typiquement les structures qui font de l'éducation thérapeutique ont du mal à recruter les psychologues. Ouais. C'est le métier systématiquement où il y a le plus de difficultés à trouver des professionnels pour travailler et pour animer des ateliers. Exact. Et c'est vraiment dommage parce que on a un vrai rôle à jouer, justement par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la position des soignants qui quelquefois se croient pas forcément très à l'aise avec les réponses des patients. Voilà. Et nous, on est là aussi pour leur montrer qu'ils ont eux aussi des tas de compétences pour rebondir sur les propos des patients, etc. On peut leur montrer des tas de choses de cette manière-là aussi.
Voilà. Et puis même, de toute façon, on a notre place, nous, en tant que psychologue, bien sûr. Un patient, c'est pas seulement une technique, une pratique d'auto-soin, etc. Non, non, un patient, c'est un être humain qui a des sentiments, des émotions, qui souffre. Et donc, le psychologue, il est là, pourquoi? Ben voilà, pour recueillir cette parole-là. Donc, on a notre place et il faut la prendre. Vraiment, je vous incite à la prendre. Formez-vous. Donc, il y a le premier niveau d'éducation thérapeutique, justement, où on parle de l'histoire d'éducation thérapeutique. Pourquoi l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça amène et comment on peut intervenir dans les groupes via cet outil-là. C'est la connaissance de l'outil. Et ensuite, il y a le niveau 2, où là, c'est plus la pratique de la coordination de projets en éducation thérapeutique. Et là, comment on peut être acteur justement dans la coordination et la co-création de cet outil. Voilà. Mais le premier niveau, 40 heures, c'est pas trop cher, c'est très intéressant. Et vous verrez que ça peut vous amener à d'autres types de pratiques et à vous ouvrir vraiment autrement. Voilà. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez me joindre quand vous voulez. Et moi, je reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas osé poser aujourd'hui, voilà, moi, il n'y a aucun problème. Et j'en profite aussi pour dire que même du point de vue des patients, nous, les retours qu'on en avait, c'était qu'aussi ça avait un intérêt, parce que de fait, c'est rarement au même tarif que la consultation individuelle. Ça avait aussi, en libéral, un intérêt financier pour les patients et ça leur permettait d'avoir un engagement, pour ceux qui avaient les moyens les plus modestes, un engagement plus long et d'avoir une pratique qui n'est pas exactement la même, mais qui leur permettait malgré tout d'avoir un suivi hebdomadaire auquel ils n'auraient pas pu forcément souscrire avec un psychologue si jamais ils avaient dû le faire en individuel. Exactement. D'ailleurs, le groupe souvent amène la thérapie individuelle. Oui. Ça peut. Ouais. Ok. Et donc, rapidement, donc, ce format LETP, ne pas confondre, ça tu me l'as bien dit, atelier de groupe et groupe de parole. Pendant les ateliers, donc, tu nous l'as évoqué aussi, bien définir un objectif pédagogique de groupe, c'est-à-dire éviter que ça parte dans tous les sens, c'est ce qui permet de tenir le groupe. Oui. Préparer et rythmer le déroulé de l'atelier avec des étapes prédéfinies, ce que tu nous présentais tout à l'heure. Anticiper et laisser du temps pour les questions. Donc, de fait, il faut quand même que les personnes puissent s'exprimer et s'exprimer un peu plus librement, je suppose. Oui. Et arriver donc à une solution de groupe. C'est, je pense, aussi ce que tu nous évoquais tout à l'heure. Sur tout ça. Et donc, plutôt sur des parcours, non pas d'un seul atelier, mais plutôt sur des parcours de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Le groupe va grandir ensemble, évoluer ensemble et atterrir peut-être ensemble sur des solutions communes. C'est ça. Et en plus, on peut suivre l'évolution et du groupe et des patients individuellement via cet outil-là aussi. C'est tout l'intérêt. On suit l'évolution des patients. Ok. Écoutez, je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question ou des éléments, encore une fois, de partage que vous vouliez nous apporter. Non, écoutez, on va tout d'abord remercier énormément Thérèse pour sa contribution et son témoignage. Et vous remercier, vous, évidemment, de votre participation. On vous transmettra le replay du webinaire donc sur vos emails. Et n'hésitez pas également, donc on est un outil qui permet de faire du groupe, notamment. Et donc, si vous voulez qu'on vous montre comment ça marche, n'hésitez pas, on le fera avec plaisir. Voilà. Écoutez, merci encore à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite bel après-midi et donc au plaisir de pouvoir rééchanger avec vous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.